Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée aux partis politiques. Le dossier du jour s'intéresse au statut de l'opposition politique dans les pays africains. Et au sommaire également de cette émission, les militaires tchadiens ont déclenché ce mardi leur offensive terrestre contre Boko Haram au Nigeria. Au Sénégal, l'opposition réclame plus de droits. Et en troisième partie économique, nous verrons que la Banque centrale tunisienne prévoit un taux de croissance de 3% en 2015 et que Madagascar ambitionne de moderniser ses infrastructures routières. Et véritable facteur de développement économique. Ils sont avec nous pour en parler. Notre invité est professeur de droit, Monsieur Makengo Nkoutou. Monsieur, bienvenue. Merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-François Kandji Combé. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et Daouda Tal, Daouda, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Grâce à l'autorisation donnée par le Nigeria aux soldats tchadiens de combattre sur son sol, ceux-ci ont déclenché ce mardi leur offensive terrestre contre Boko Haram, pénétrant dans la ville de Gambourou depuis la frontière camerounaise. C'est la première fois que les troupes tchadiennes qui se sont déployées mi-janvier au Cameroun avec la volonté d'en découdre avec Boko Haram pénètrent sur le sol nigérian, dont l'armée est très critiquée pour son inefficacité dans la lutte contre le groupe terroriste. Le point tout de suite avec ce sujet d'Aminata Diak. Depuis l'offensive tchadienne dans la ville de Gambourou au Nigeria ce mardi 3 février, les islamistes de Boko Haram ont contre-attaqué d'une manière violente ce mercredi 4 février en s'infiltrant dans la ville de Fotokol au Cameroun. Près de 70 civils, 6 militaires camerounais et de nombreux islamistes auraient perdu la vie. Les soldats tchadiens s'étaient déployés à Gambourou afin de mener une vaste opération de ratissage après l'autorisation donnée par le Nigeria de combattre sur son sol. D'une certaine manière, le Tchad a aussi tout intérêt à intervenir au niveau du nord du Nigeria parce que le groupe Boko Haram, c'est un groupe qui n'est pas limité entre guillemets au Nigeria. On sait que dedans il y a des combattants du Nigeria, il y en a très certainement du Cameroun et il y en a très certainement aussi du Tchad. Par conséquent, il me semble stratégiquement important que le Tchad s'engage réellement dans cette affaire. D'autre part, on a vu qu'effectivement l'armée nigériane était en incapacité de régler le problème seule, vu qu'il s'agit d'une guerre asymétrique pour laquelle il faut nécessairement une coopération transfrontalière. Combattre Boko Haram devient aujourd'hui un défi complexe pour les troupes de la coalition face à la montée de la secte islamiste en puissance et aux flux financiers et logistiques dont elle bénéficie. La bataille s'annonce rude, mais pour certains spécialistes, il faudrait du temps et le soutien populaire pour vaincre les islamistes. Il y a plusieurs éléments, je crois, dans toute guerre. Je crois qu'il y a la dimension psychologique. On sent que l'armée nigériane, de par un certain nombre de défaites et de par la politique de la terre brûlée de Boko Haram, est de nature à toucher, je pense, la fierté et l'estime de l'armée nigériane. Le Tchad est quand même auréolé d'un certain nombre de succès, même s'ils sont parfois contestables, au Nord Mali ou dans d'autres régions du continent africain. L'armée camerounaise, on voit bien qu'elle soulève derrière elle un sentiment de patriotisme, de solidarité, qu'elle est en train de refonder cette sorte d'unité nationale. Il y a énormément de soutien populaire vis-à-vis de son action. D'autre part, je crois qu'il y a une guerre médiatique également sur laquelle il faut se positionner. Et il me semble que voir des armées africaines collaborer ou même s'échanger des informations peut être de nature à changer la tendance. Ce mercredi, les troupes tchadiennes ont de nouveau traversé la frontière pour venir épauler les forces camerounaises. Sur le front nord, à la frontière nigéro-nigériane, 2000 soldats tchadiens sont également positionnés à Bosso, ville proche de la localité de Malam Fatori, tenue par Boko Haram. Pour le moment, aucune offensive n'a été lancée. Daouda, une question technique. Que pensez-vous de la stratégie militaire des Tchadiens ? La stratégie militaire des Tchadiens, je pense que, en tout cas, l'armée tchadienne est réputée quand même être une bonne armée qui connaît bien le terrain, en tout cas qui connaît bien la région. Donc j'imagine qu'elle développe des stratégies adaptées à ce type de conflit. Parce que finalement, le conflit au Nigeria avec Boko Haram n'est pas forcément le même qu'au Nord Mali. On connaît le succès qu'avaient eu les soldats tchadiens au Nord Mali, mais j'imagine qu'ils s'adaptent à cette nouvelle situation. En tout cas, il faut saluer ce courage, parce que là où les autres pays
semblait reculer, en tout cas en particulier le Nigeria. Là, le Tchad lance l'offensive pour défendre notamment sa partie sud-ouest qui est en effet frontalière au Nigeria et au Cameroun. Donc je pense que c'est une bonne chose. En attendant, les 7500 hommes qu'on nous a annoncés lors du sommet de l'UA, et donc apparemment il y a la réunion des experts devant décider des stratégies justement de lutte dans cette région. Cette réunion s'est ouverte aujourd'hui. On va voir d'ici demain, après-demain, qu'est-ce qui va en ressortir. Mais c'est une bonne chose que le Tchad n'ait pas attendu. Et voilà. Et je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, il y a eu des pertes au niveau de l'armée tchadienne. Apparemment, 13 militaires tchadiens ont péri aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne stratégie que le Tchad mène dans cette région. Pour répondre à votre question, je pense que l'armée tchadienne est assez courageuse. Et moi, ce que je vais trouver déplorable également, c'est le nombre des dizaines de civils déjà tués en 2-3 jours. J'avais dit ici que la guerre du terrorisme, ce n'est pas forcément une guerre classique où on bombarde tout le monde, où on bombarde l'ennemi, parce que l'ennemi se mélange avec les civils également. Donc, il va falloir développer de très bonnes stratégies pour arriver à combattre efficacement. Monsieur Makengo Nkutu, l'armée nigériane est très très critiquée. Elle est si inefficace que ça? Vous savez, le Nigeria, c'est un pays très complexe d'abord. Et vous avez d'une part les chrétiens et d'autre part les musulmans. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il est chrétien. Et on voit qu'entre eux, le fils d'un même pays, se battent. Donc il y a un problème entre eux. Il y a des rivalités. Et vous savez, au niveau de l'Afrique centrale, on considère le Nigeria comme une grande puissance militaire au niveau africain. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le Nigeria n'est pas une puissance militaire. Et je félicite le Tchad parce que pour la première fois, on voit un pays africain qui sort du lot pour soutenir un autre pays en pleine, je peux dire, en pleine dislocation. Parce que quand vous regardez bien, le Nigeria, ce n'est plus le même pays. Comment M. Boubacar, je ne sais pas où il trouve tout ça, il doit accaparer presque une bonne partie du pays. C'est ça que je ne comprends pas. Et que l'armée nigérienne est stérile jusque-là, n'arrive pas à mettre dehors ce monsieur. C'est ça que je ne comprends pas. C'est une question qu'on s'est souvent posée ici. Mais Jean-François, ce que je voulais voir très rapidement avec vous avant de passer à la suite, c'est on parlait souvent de coopération militaire. On avait du mal à arriver à cette coopération. On y est un petit peu avec le Tchad maintenant qui intervient au Cameroun et aujourd'hui au Nigeria. Je pense qu'on y est en plein, Amira. Très brièvement, je voudrais d'abord saluer les soldats qui sont sur le terrain. Je pense que l'armée est là dans son rôle de protection de la population, de protection de l'intégrité du territoire, et c'est tout sauf ce auquel nous étions habitués, c'est-à-dire au coup d'État. Mais pour revenir à votre question, on est en plein dans la coopération entre les pays, puisque pour que le Tchad puisse intervenir sur le territoire du Nigeria, c'est la première fois que Goodluck Jonathan donne son accord pour que d'autres troupes, des troupes étrangères, puissent aller sur son territoire. Et je pense que c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. La lutte n'est pas... Elle va être rude, elle va être longue. Elle va, comme nous l'avons vu tout à l'heure, être suivie, les conquêtes de territoire vont être suivies de contre-offensives, comme on l'a vu dans le village de Fotokol notamment, mais peu importe, pourvu qu'il y ait la coopération, et dès lors qu'il y a cette coopération, on peut espérer au moins qu'on puisse avancer.
Et on va passer à la suite avec le Sénégal. Le Front patriotique pour la défense de la République qui a tenu un meeting ce mercredi réclame notamment plus de liberté d'expression et le droit à manifester. Mais pas seulement, ils exigent également la libération de l'ancien ministre Karim Wade. Le parti au pouvoir qui s'est dit prêt à l'ouverture du dialogue risque de ne pas voir d'un bon œil cette revendication. Emema Kofi. Le bras de fer entre le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, semble connaître un début de dénouement. Lundi, la présidence sénégalaise a exprimé sa volonté de discuter avec le Front patriotique pour la défense de la République et le principal parti de l'opposition qui parle de rupture démocratique se dit favorable à l'apaisement du climat sociopolitique au Sénégal. Le PDS est tout à fait disposé à échanger autour du recul démocratique que nous constatons dans notre pays depuis 2012 et pour peut-être arriver à un apaisement du climat politico-social attendu dans notre pays. Maintenant, il faudrait discuter des modalités pratiques de ce dialogue pour que le dialogue puisse produire les résultats escomptés. La liberté d'expression et de manifestation est l'une des principales revendications du PDS, mais pas seulement. Le parti réclame aussi la libération de Karim Wade, l'ancien ministre de la Coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie, accusé de détournement de fonds publics, recel d'abus sociaux et de corruption. Un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Si dialoguer aujourd'hui signifie de faire pression sur la justice, ou bien sur le président de la République, pour que le fils de l'ancien président de la République sorte de prison, ça n'a rien à voir avec l'état de droit. On peut discuter valablement et dialoguer pour essayer de trouver un consensus fort sur les institutions de la République, sur les règles du jeu électoral, notamment sur le code électoral, sur le fichier électoral. Ce sont des objets légitimes de dialogue politique pour permettre de consolider la démocratie. Mercredi, une manifestation de l'opposition s'est tenue à Dakar. Le gouvernement, cette fois, a autorisé le rassemblement, mais pas la procession. Une première depuis l'annonce de l'ouverture au dialogue du président Macky Sall. Daouda, fin janvier, plusieurs rassemblements de l'opposition avaient été interdits, provoquant même des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Ce mercredi, un meeting de l'opposition a été autorisé. C'est un beau pas. Oui, c'est un beau pas pour la démocratie, effectivement. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, il y avait une tension politique dans le pays liée à ces interdictions de marche par le préfet de Dakar, qui a la charge d'autoriser ou de ne pas autoriser les marches. Bon, maintenant, la raison évoquée par l'autorité, parfois, c'est qu'il n'y a pas assez de précision sur les motifs de la marche, etc. Bon, au final, la semaine dernière, il y a eu une marche qui avait été interdite et on a vu l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, donc forcer les barrages des forces de police pour se rendre sur la place même. Il y a eu des interpellations des membres de cette coalition Front patriotique pour la défense de la République, qui est composé principalement de l'ancien parti au pouvoir, le PDS, mais pas que, avec d'autres alliés, des petits partis. Vous savez, au Sénégal, vous avez une multitude de partis politiques. Alors, ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est qu'il faut se réjouir de cette autorisation de marcher, puisque c'est un droit qui est reconnu par la Constitution. Maintenant, les raisons évoquées parfois de troubles à l'ordre public peuvent être comprises, sauf que je pense que pour apaiser le climat politique sénégalais, il faut quand même permettre l'expression de toutes les sensibilités, en sachant qu'aujourd'hui, il y a eu le président actuel, Macky Sall, gouverne au sein d'une large coalition composée d'un certain nombre de partis, dont le deuxième ou troisième parti de l'opposition, l'AFP, l'Alliance des forces pour le progrès, dont le leader est aussi également président de l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste d'Abdou Diouf, l'ancien président, soutient également la majorité présidentielle. Donc finalement, on était arrivé à un moment où la classe politique sénégalaise n'était pas assez diversifiée. Maintenant, le président Macky Sall, comme le dit le reportage, a
répondu à l'appel au dialogue de l'ancien président Wade en disant « Oui, moi je veux bien parler ». Ça, c'est une bonne chose, c'est une nouveauté. Oui, c'est dit prêt en tout cas. C'est dit prêt, effectivement, sauf qu'il a mis des conditions. C'est-à-dire qu'il veut discuter, mais il tient à ce qu'on respecte l'indépendance entre le pouvoir exécutif, ce qui relève de lui-même et de son gouvernement, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En clair, il a voulu dire, oui, je veux bien dialoguer, mais le sujet concernant l'emprisonnement de Karim Wade, le fils de l'ancien président, ça, on laisse ça à la justice, mais ce n'est pas de son ressort. On verra ce qu'il en ressortira de ça. Alors Jean-François, on a pu beaucoup de temps, l'opposition, en plus de réclamer le droit à manifester, plus de liberté d'expression, exige également la libération de Karim Wade. Est-ce que c'est judicieux d'avoir demandé ça ? Je ne sais pas si c'est judicieux, mais nous sommes dans un contexte, même s'il y a très peu de temps, je prendrai un tout petit peu de temps pour deux choses. La première, c'est que nous sommes au Sénégal. Nous ne sommes pas dans le Burkina Faso de Blaise Compaoré, nous ne sommes pas en République centrafricaine, ni en Congo démocratique, nous sommes au Sénégal. C'est un exemple de démocratie. Je crois que le président Wade, lorsqu'il était au pouvoir, a interdit un certain nombre de manifestations. Lorsqu'il avait interdit ces manifestations, on n'a pas entendu ce que nous sommes en train de voir. Les intéressés avaient saisi la justice, il y a des procédures d'urgence pour contester une décision d'interdiction et ils avaient gain de cause ou ils n'avaient pas gain de cause. Ce qui est en train de se passer, il faut le remettre en perspective. Il y a quand même eu des discours d'un ancien président de la République qui était tout sauf unificateur, sauf pacificateur de cette nation, cette grande nation. Et donc, qu'il y ait une déclaration du président actuel Macky Sall de dialoguer, c'est une excellente chose. Mais je pense quand même que, et on en revient à la question de l'emprisonnement de Karim Wade et aux revendications de son père, je crains qu'on soit là dans une spirale qui n'est pas digne de ce pays et qui n'est pas digne non plus d'un ancien président de la République. Merci Jean-François, ce sera le mot de la fin pour cette partie puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour le dossier du jour consacré à l'opposition politique dans les pays africains. Tout de suite.